bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Si vous avez écouté Radio J entre les années 1981 et 2021, vous avez sans doute entendu cette voix tellement singulière et particulière, celle de Serge Achdenberg. Serge a créé et dirigé la première radio juive de France pendant près de 40 ans. Cette radio a sans aucun doute été le projet de sa vie et elle est devenue le média incontournable de la communauté juive. Mais Serge Achdenberg, ce n'était pas seulement Radio J, c'était un militant de la première heure qui va se battre contre les négationnistes, l'instigateur avec son frère Henri des 12 heures pour Israël et l'organisateur d'innombrables événements de la communauté juive de France. Serge Achdenberg, c'était aussi un mari, un père, un grand-père, fier de ses petits et arrière-petits-enfants israéliens. C'est le destin extraordinaire de cet homme que nous allons découvrir aujourd'hui. Ma mère lui a toujours dit qu'ils s'étaient sauvés mutuellement la vie. Qui lui avait sauvé la vie, qu'elle lui avait sauvé la vie. En fait, Serge est né en novembre 41, quand mon père et ma mère ont tenté de passer en Suisse et qu'ils ont réussi. Ils acceptaient les gens en couple et qui avaient des enfants de moins de 16 ans, ou alors des femmes enceintes ou des gens de plus de 65 ans. Et quand ma mère est passée, donc elle avait Serge, ils en ont conclu qu'ils se sont sauvés mutuellement. Ça a été quand même très très dur parce que il fallait partir de Thonon-les-Bains et de marcher jusqu'à la frontière suisse le soir, dans la montagne, dans la neige, en novembre. Enfin ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Serge. Mon frère Serge a été très jeune un militant de la LICA. À 17-18 ans, il était dans le groupe des jeunes de la LICA. Il donnait d'une certaine manière suite au militantisme de nos parents qui, avant-guerre, eux aussi militaient à la LICA. Mais il s'est surtout engagé à la LICA aux côtés de Serge et Beat Larsfeld. Et il a fait des actions à la LICA en suivant Beat Larsfeld à la poursuite des criminels nazis en Allemagne, Hagen, Lischka. Et il a réalisé des manifestations sur place en faisant un peu de grabuge devant les domiciles de ces anciens dirigeants nazis qui étaient en France pendant l'occupation allemande. Et il a été pris avec d'ailleurs mes sœurs Elisabeth et Monique qui faisaient partie également de ce groupe. Et ils ont fait quelques jours de prison. Il militait, d'ailleurs c'est ça qui m'a subjuguée. Moi j'avais 16 ans, j'étais une gamine, je savais rien du tout. Il m'a raconté son engagement à la LICA. Il était auprès de Bernard Lecache. À l'époque, ça s'appelait la LICA, ça ne s'appelait pas encore la LICRA. Il était très proche de Bernard Lecache, qui était le président. Et Bernard Lecache a demandé à Serge, il avait 19 ans, de créer les jeunes de la LICA. Et c'est comme ça qu'il a commencé à militer. Et c'est ça qu'il m'a raconté quand je l'ai rencontré la première fois. Et c'est ça qui m'a convaincu qu'il allait être mon mari. Nous avons constitué au fur et à mesure un groupe qui s'est appelé le groupe d'action politique et ensuite le Renouveau Juif. Serge m'a dit qu'il faut constituer un groupe d'autodéfense. C'est Serge qui a mené l'entraînement parce que Serge avait suivi des entraînements de karaté pendant quelques années et était devenu ceinture marron de karaté. Ce comité juif d'action donnera naissance au groupe Renouveau Juif qui va réaliser les 12 heures pour Israël en 1976. C'est une véritable révolution qui se passe dans la communauté juive. On réunit plus de 100 000 personnes. Au fur et à mesure, on va politiser cette manifestation et en 1980, nous serons à un an des élections présidentielles et nous aurons à ce moment-là une manifestation qui sera véritablement une manifestation avec un caractère politique. Bien évidemment, Serge est dans le groupe qui participe à l'élaboration de ces 12 heures pour Israël. J'étais militant très loin de la communauté puisque j'étais dans l'extrême gauche, j'étais militant
à la gauche révolutionnaire. Et en définitive, j'ai quitté ces mouvements dans de très mauvaises conditions et je suis arrivé à Serge, qui était responsable des services de sécurité de la communauté à Paris, et politiquement très différent du comité sioniste. Et puis pour des raisons qui étaient liées aux attentats de Munich, aux Jeux Olympiques, j'ai viré ma cutie. J'ai été responsable par la suite des groupes de jeunes et de sécurité au moment du renouveau juif, la célèbre organisation que l'on a créée avec Henri, avec son frère. Et puis, on avait des activités militantes un petit peu particulières qui n'étaient pas officielles, qui ont fait du bruit. Et le rôle, c'était de mener ces actions sans forcément les lier à Serge. Il intervenait dans chaque activité ou chaque chose qu'il entendait pour pouvoir un petit peu organiser, centraliser la chose en relation avec on va dire, les gens de la communauté. Vous savez, dans chaque communauté, il y a les notables. Donc, il était la relation entre les militants et les notables, parce que vous savez que les notables n'aiment pas trop être dérangés. Donc, il faisait cette relation et c'était pratique pour nous. Et Serge était toujours là, pour nous sortir des passes difficiles. Ce n'était pas une relation uniquement de militants, c'était bien plus que ça. Mon amitié avec Serge était comme un couple qui se dispute beaucoup, parce que c'était une personnalité, ou c'est une personnalité qui est très forte, qui voulait toujours avoir le dernier mot. Serge voulait être au courant de tout, voulait être présent partout, et ce qui créait des conflits, pas avec moi-même parce que je l'aimais profondément et je l'excusais parce que je savais que tout ce qu'il faisait était avec la volonté d'arriver au meilleur. Serge a été un militant très très actif pendant toutes ces années. C'est aussi, bien évidemment, ce groupe qui a participé plus tard à la constitution de Radio J, qui a été dirigée par Serge. Il y a eu des 12 heures pour Israël, qui était un vote sanction à l'encontre du président Giscard d'Estaing. François Mitterrand est venu à ces 12 heures pour Israël, et François Mitterrand, pendant sa campagne présidentielle, avait une radio libre. Le petit groupe organisateur des 12 heures pour Israël, issu du renouveau juif, une partie de ce groupe du renouveau juif, avec en tête Serge Agenbert, a commencé à chercher un lieu et un émetteur et se poser sur une fréquence 94.8. On a commencé le 17 juin, ce qui y avait d'extraordinaire et de novateur. Aucun de nous n'était journaliste. L'impact a été un bouleversement total parce que cette communauté juive française ou en France est composée de différents courants. Tout de suite, Serge Agenbert a voulu que cette radio puisse être celle de tous les courants. La radio, dans la vie de notre famille, était centrale. Tout tournait autour de la radio. Nos activités, nos sorties, nos amis, nos centres d'intérêt. À la maison, Radio J, c'était le point central de la famille. Évidemment, la création de Radio J, ça a été un événement majeur dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère et dans notre vie à moi et mes sœurs. Moi, j'avais que 6 ans quand mon père a créé la radio. Et c'est vrai que beaucoup de mes souvenirs d'enfance avec mon père sont étroitement liés à la radio. Que ce soit à ses émissions, que ce soit les émissions de ma mère, auxquelles j'ai souvent participé, ou que ce soit les sauts de 10 minutes à la radio qui duraient plusieurs heures en général, en semaine, le week-end.
Il n'y avait pas d'heure et pas de jour spécifique, c'était tout le temps. Quand il donnait une consigne, il fallait que vraiment la consigne soit appliquée. Et il avait une particularité, il disait jamais c'est bien. Et un jour, je lui ai posé la question, je sais pas, peut-être au bout de 10 ans, je lui ai dit, mais tu dis jamais telle interview a été bien ou telle émission a été bien réalisée. Il dit, mais si je dis rien, c'est que c'était bien. C'était sa façon. Par contre, quand c'était pas bien, bien sûr qu'on le savait très très vite. Serge m'a téléphoné, je ne le connaissais pas, et il m'a dit qu'il représentait une radio juive qui était très écoutée par la communauté juive en France, et qu'il faudrait encourager cette communauté, parce que les médias français vraiment ne faisaient pas leur travail très bien, si je pouvais lui arranger une interview avec le Premier ministre Yitzhak Shamir. Et Serge est venu en Israël, je crois qu'il est venu spécialement pour cela, et on a fait une interview avec Shamir en français. Et j'étais très impressionné par son ardent sionisme. C'est ça qui m'a impressionné la première fois que je l'ai vu. Je le connaissais peu. Mais après quelques phrases, quelques minutes, j'ai vu que c'était un supporter d'Israël à 100%. La radio, c'était Serge, et Serge, c'était la radio. En fait, c'est une grande histoire de famille, c'est une très belle histoire de famille. Ma famille, mon père, ma mère et les parents de Serge, en fait, étaient réfugiés en Suisse pendant la guerre. Mes parents sont rentrés comme réfugiés politiques. Mais en fait, ma famille et la famille de Serge ont passé la guerre ensemble. Serge, la maman de Serge et ma tante ont élevé Serge et ma cousine. Et une cousine qui était aussi là-bas dans le camp, c'est elle qui a fait le chidour entre Serge et moi. Elle a attendu que j'ai 16 ans et demi pour me le présenter. Elle pensait que c'était un bon âge pour se marier. Et voilà, on s'est connus, moi j'avais 16 ans et demi et lui il en avait 20 et voilà, on ne s'est jamais quittés après. Oui, papa il était vraiment, oui. Il était, même quand il était absent, il était présent. Il était beaucoup absent. Et il est toujours présent. Mais il était impliqué dans nos choix, impliqué dans nos vies. Il était un père très aimant. Présent, absent, cette même dualité. Très absent parce que très pris par ses multiples combats. Donc une certaine absence au quotidien, mais une présence dans tous nos choix, peut-être parfois un peu trop. Un père est extrêmement aimant. Je pense qu'il a été présent surtout les 15 dernières années, 20 dernières années. C'est vrai que quand on était petite fille et que nos journées étaient aller à l'école, rentrer à la maison, il était présent, je pense, derrière d'une autre façon. Pour signer les carnets. Pour signer les carnets, pour voir nos notes. Mais il a toujours pris des décisions, je pense, avec maman, sur notre éducation, sur la façon de nous élever. Il était très présent près de ses enfants. Cependant, il faut reconnaître qu'il était très occupé par sa vie de militant. Alors, les dernières années de sa vie, il y a eu un événement extraordinaire. Il a fait un infarctus massif qui a détruit son cœur. Et il y a eu un concours de circonstances, un concours de chance, un concours de miracles extraordinaires, une suite de miracles qui ont fait qu'il a bénéficié d'une greffe cardiaque. Il avait 75 ans. Les équipes de l'hôpital Bichat n'avaient jamais greffé quelqu'un au-dessus de 70 ans. Mais ils se sont renseignés sur lui, ils ont su que c'était un battant, que c'était quelqu'un qui avait des projets, c'était pas un vieux qui allait se laisser aller, qu'il aurait la force de supporter la greffe si elle fonctionnait. Et donc il a été greffé et ça a très bien marché. On a eu 4 ans merveilleux, 4 années merveilleuses de surplus. Malheureusement, cette greffe, les médicaments de la greffe ont créé des cancers et en fait, il s'est éteint à cause des cancers. Tout au début de sa maladie, il a été sauvé par les médecins qui l'ont opéré. Donc, il a su aussi leur rendre hommage et comprendre qu'il a eu beaucoup de chance. J'étais à quelques secondes, réellement, de la fin de ma vie et j'ai eu
une chance extraordinaire, des médecins extraordinaires, et puis, miracle, Dieu, chacun dira comme il le pense. J'ai un cœur neuf, je vis depuis 3 ans avec le cœur de quelqu'un d'autre, que je ne connais pas, je ne sais pas qui est-ce, je ne sais pas si c'est un homme, une femme, un musulman, un catholique, un juif, un jeune, probablement un jeune. Je ne sais pas, je vis avec ce cœur depuis 3 ans. C'est formidable. Il s'est battu pendant 3 ans et demi. Sa phrase, il n'a pas arrêté de nous le dire. On continue le combat. Mais c'est une phrase qui disait, et devant la maladie, mais devant tout aussi, à chaque fois qu'il y avait une difficulté pour nous en tant qu'enfants ou pour les petits-enfants, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire et qu'on était obligé de faire et qui n'était pas toujours très facile, il disait, on continue le combat. Et c'est ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi jusqu'à la fin. Le combat continue. Le combat continue. C'était la phrase avec laquelle on terminait, nous terminions chacune de nos conversations téléphoniques, et en particulier au cours des dernières années, avant de raccrocher, le combat continue. Les médecins à l'hôpital, à la fin, un jour, m'ont dit à la façon dont votre père s'en va, on voit comme il a vécu. On se posait la question du pourquoi papa avait fait tout ça, parce que et juste vraiment la dernière semaine où on était avec papa, je lui ai demandé pourquoi tout ça, papa, parce que on a tous une interprétation différente de pourquoi tout ça, pourquoi toutes ces années, le sionisme. Et moi, ce qu'il m'a répondu, il m'a dit le négationnisme. Et il m'a dit ça a été ça le début pour lui. De se rendre compte qu'il y avait des gens qui, dans les années 50, enfin 60, niaient la Shoah. Et ça a été un déclic pour lui, ce renversement de l'histoire. Je crois que Serge était un homme qui avait le courage de ses convictions. Et quand il aimait quelque chose, il le déclarait tout haut. Une chose que me disait toujours mon père, c'était pas de compromis. Et j'ai retenu ça dans beaucoup de moments de ma vie où je serais tentée au compromis. Je pense à ça. Il n'a jamais voulu, par exemple, de recevoir d'argent pour la radio qui venait d'institutions où voilà, on aurait pu faire vivre la radio avec des subventions. L'indépendance. Il fallait rester indépendant. Mais en fait, la Shoah l'a terriblement marqué. Jusqu'à la fin de ses jours, c'est la seule chose, enfin, c'est ce qui l'a motivé, c'est ce qui l'a poussé à défendre le peuple juif. Ce qu'il voulait, c'est que le peuple juif prenne sa revanche sur la Shoah. Et c'était ça qui le menait, qui menait tout son combat. Quand il venait en Israël, il était tellement fier. Quand il voyait à Yom Ha'atzmaut les avions qui passaient, il n'arrêtait pas de me dire, voilà, c'est notre revanche, c'est notre revanche. Quand il a vu ses enfants, ses petits-enfants aller à l'armée, on en a déjà, je ne sais plus, 5 ou 6 qui ont fait l'armée, je ne sais même plus. Et là, c'était une émotion sans pareil pour lui. Il n'arrêtait pas de dire, si les 6 millions voyaient mes petits-enfants à l'armée, c'était la chose qui était la plus importante pour lui. Je pense que le fil de conducteur de la vie de mon père, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, sa vie de famille et évidemment dans sa vie de militant, c'était la Shoah. J'ai toujours senti que toutes nos réussites, nos joies, nos événements familiaux, tout ce qui donnait du bonheur à mon père, c'était une petite revanche en plus sur les nazis. Je pense qu'encore 4 fois par semaine, je prends mon téléphone en me disant « je vais appeler papa ». 4 fois? Je dis au moins, ouais. Il nous manque, oui, tout le temps. Il manque à toute réunion de famille, il manque à chaque chose qu'on fait, qu'on a besoin de... À chaque conseil. À chaque conseil. Au départ, voilà. Les départs à l'armée, il n'est pas là, alors qu'il venait. Et il manque quand on doit expliquer à un des arrière-petits-enfants où il est papy.
Qu'est-ce que ça veut dire que Papy Serge n'est plus là? Il y a énormément de moments où il manque. Ce qu'il tenait encore, c'était son éditorial du vendredi, et il l'a fait jusqu'à la dernière semaine avant de partir. Et il est parti avec énormément de courage, il savait très bien, et à la fin, il a dit je veux partir comme on est à la lumière. Voilà, c'était notre lumière qui s'est éteinte. Bonne journée, bonne semaine, et soyez prudents.